On pensait qu'il avait pris sa retraite, mais il revient après plusieurs années d'absence alors qu'on ne l'espérait plus. Laissez-moi vous parler d'Indiana Jones et le Pas cadran. mal le début. Les gens ils vont croire que tu parles de toi, mais en fait non, tu parles du film. Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Tu m'as conçu, donc je participe. Faut de la nouveauté vu que ta dernière vidéo elle date. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent qui je suis, je me nomme Michel, ce qui signifie machine intelligente, Non un mais système commence de... pas à flinguer l'intro là. Tu sais très bien qu'on fera une vidéo sur toi bientôt. Et puis t'exagères, ça fait pas si longtemps que j'ai pas fait un épisode. C'était en juin Oui bah ça va, c'est... 2021. En même temps, il y a eu beaucoup de changements dans le milieu du cinéma. Et ça me permet d'aborder plein de thématiques que j'avais pas planifiées il y a 4 ans. Comme quoi? Les déserts dans les salles de cinéma, la super-héros fatigue, les castings des récents films Disney, Gérard Depardieu, enfin plein d'autres. Toi, tu vas parler de tout ça. Peut-être, oui, on sait pas, hein. Ouais, ça m'étonnerait que t'aies les baloches pour... Bon, tu peux me laisser commencer l'épisode. Vas-y, je te laisse. Bref, aujourd'hui, on va parler d'Indiana Jones et le cadran de la destinée. Dans ce cinquième et dernier opus, on retrouve Henry Jones Jr. à New York le jour où il décide de prendre sa retraite en tant qu'enseignant. Il reçoit la visite de sa filleule Helena Shaw qui aimerait récupérer la moitié du cadran d'Archimède que son père avait confié à Indy par le passé. Malheureusement, d'autres personnes mal intentionnées recherchent également ce morceau de cadran afin de pouvoir... Vous vous taisez maintenant ou ça va mal se foutre. Absolument aussi. Faut savoir que la dernière quête du célèbre Pierre de Tombe a coûté entre 295 et 300 millions de dollars à la firme aux grandes oreilles pour un résultat... pas fou. Bon, on a le box-office. Quoi? Alors? Tu te fâches pas, hein? Non, mais non, je ne vais pas crier. 384 millions. La production du film est remboursée en soi, mais il faut prendre en compte le coût de la promotion à travers le monde, qui n'est pas inclus au budget du film. On peut donc estimer le total à environ 450 millions de dollars. Pourtant, le projet n'a pas été confié à n'importe qui. Au départ, Steven Spielberg devait retourner derrière la caméra, mais dû à un souci de calendrier, il a dû confier le Fedora à James Mangold. On lui doit plusieurs films notables comme 3h10 pour Yuma, Kate et Léopold, et il s'est occupé du plus populaire des mutants avec Wolverine et Logan. Autant dire, un réalisateur qui sait filmer la tension, la romance et la violence. Au casting, on retrouve évidemment Harrison Ford, proche des 80 ans au moment du tournage. Phoebe Waller-Bridge, que je ne connaissais pas avant ce film, incarne Helena Shaw, donc sa filleule. Elle est surtout connue pour l'écriture de scénarii, notamment son bébé, la série Fleabag. Le rôle du grand méchant nazi est attribué cette fois-ci à Mads Mikkelsen, qu'on ne présente plus. C'est marrant que c'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Une autre personne fidèle à la saga reprend son rôle de compositeur, à savoir John Williams. Autant j'ai quelques thèmes de la trilogie originale qui me viennent en tête, autant concernant ce film, j'ai aucun souvenir. Est-ce que tu te souviens du thème du 4 déjà? Ah bah non. Donc précise-le ça aussi. Mais juste, dégage. Non, mais je pense que mes interventions peuvent ajouter un peu de rythme vu que c'est une nouvelle formule et puis... Bah non, Faut tester des nouvelles choses, hein, parfois. on teste rarement d'anciennes choses. Certes, enfin bref, vas-y, continue, j'interviens si besoin. Ah mais j'ai pas mon mot à dire en fait. Ok, reprenons. Tout ça, c'est passionnant. Et on a le droit à une glace à l'entracte? On a le réalisateur, le casting, le compositeur, il ne manque plus que le ou les scénaristes qui sont Jez et Henry Butterworth, deux frères qui n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Maintenant qu'on a toute l'équipe, qu'en est-il de la réception du film d'après la presse? Et pour changer, j'ai décidé de prendre une critique française et une critique étrangère où le film a eu du succès. Disons... l'Allemagne. Mais hasard de dingue! Un volet qui fait honneur à ses prédécesseurs en souffrant de défauts semblables mais en rendant surtout hommage comme il se doit au meilleur moment de la saga et en offrant à son héros la meilleure conclusion possible. Des prises de risques, des maladresses, des clins d'œil trop appuyés, mais le tout avec une certaine intelligence et dans l'enthousiasme général qui caractérise les aventures du professeur Jones. Je donnerai mon avis plus tard, mais en ce qui concerne le fait que ça soit selon eux la meilleure conclusion, on n'est pas d'accord. Ensuite, pour l'Allemagne. Tu veux pas que je lise la critique en allemand? Et tu me fous la paix après, Oui, oui. si tu veux. Cool, merci. Attends, comment ça en Für allemand? feines Zwischentöne Eh bien, arrête. unerwartet Plot Twist oder gar Arrête. Überraschungen ist... Pourquoi? Je t'ai dit ok pour lire la critique allemande. Mais t'étais ok pour que je lise la critique en allemand. Oh c'est pas vrai. Je reprends? Non, c'est bon. Pour faire simple, traduction en ligne, et ça donne... Il n'y a pas de place pour les nuances fines, les rebondissements inattendus ou même les surprises. Là-dessus, je les rejoins, il n'y a pas de surprise dans ce film, on voit plus ou moins tout venir, et c'est dommage. Mais ce qui ressort le plus parmi les critiques positives des spectateurs, c'est l'introduction du film dans le train, ou simplement le fait de découvrir une nouvelle aventure qui fait quelquefois des références aux anciens films, et vient titiller les souvenirs passés. Côté négatif, c'est très différent.
Premièrement, la durée du film, 2h30 pour celui-ci, et il s'y passe pas grand-chose, alors que les autres tournent autour des 2 heures. Ça fait beaucoup là, non? Le fait qu'il y ait non pas une, mais 2 courses-poursuites. Ça fait beaucoup là, non? Et que le personnage de Teddy soit au final qu'une nouvelle version de 2001. Encore. Là aussi, je rejoins ses avis, mais je suis également d'accord sur le fait que la scène d'introduction m'a vraiment plongé dans un film d'aventure. Et c'est selon moi le problème. Le cadran de la destinée est la preuve que la saga Indiana Jones ne devait pas vieillir avec son acteur. Si ça passait encore dans le 4, le 5 perd tout le sel mystique des précédents films. Côté décor, c'est pas dépaysant. Par exemple, le temple en Grèce où se trouve l'autre morceau du cadran est sombre, fade. Il s'agit d'une crypte, c'est vrai, mais ça manque de jungle, de désert ou de décor carte postale en fait. On peut comparer la jungle que l'on connaît tous basiquement avec la jungle urbaine où se déroule une des scènes d'action, si vous voulez. Au-delà de ça, on n'a pas l'impression d'avancer, plutôt de voir un jeu du chat et de la souris, et sur 150 minutes, bah ça fait long. Attention, là, il va carrément raconter une partie de la fin du film, donc si vous souhaitez ne rien savoir, avancez à ce timecode. On m'entend encore là? Bon. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? La conclusion était selon moi toute tracée. Jones voyage dans le passé, il voulait rester là car il se sent dépassé par le temps et préfère vivre dans une époque qu'il pense connaître de par les livres et découvertes archéologiques. Il reste dans l'Antiquité et les derniers plans seraient dans un musée où quelqu'un verrait son corps conservé et dirait « sa place est dans ce musée », référence à sa phrase récurrente. Certes, il doit faire le deuil de son fils mort à la guerre, évincé du casting, et de sa séparation avec Marion. Les scénaristes auraient pu faire cohabiter Indy et Marion. L'une veut avancer, l'autre a du mal, et ils vivent ensemble cette dernière aventure. Ne pas oublier le passé, mais ne pas non plus négliger l'avenir. Bon, on a vu que les avis sont partagés pour des raisons différentes. Peut-être que l'échec du film vient d'ailleurs. Pourquoi pas la concurrence? En face, il y avait Élémentaire et Le Challenge. Est-ce que ces films s'en sont mieux sortis? Ah bah non plus, alors que ce n'est pas le même public ciblé. Ma théorie, c'est que les gens qui suivent les aventures d'Indiana Jones se sont peut-être, pour certains, sentis trahis par le royaume du crâne de cristal. Ah oui? Je t'ai dit de pas venir me faire... Non mais faut qu'on en parle de ça. De quoi? Du fils Jones qui fait de l'acrobranche en Amazonie, c'est n'importe quoi. Et puis on en parle de la scène du frigo? C'est tout? Enfin, je veux dire, c'est ça ton problème avec le film? Bah quand même. Donc le fait qu'il saute d'un avion et utilise un bateau gonflable pour atterrir, c'est ok. Ou que son père fasse peur à des oiseaux pour faire s'écraser un avion, ça passe. Ouais, bizarrement ça passe, parce que l'histoire est prenante. Alors que le coup de la bombe nucléaire, faut pas abuser. Beaucoup de personnes sur internet se sont déjà moquées de cette scène, mais elle est tout aussi improbable que dans les autres films. Mais laisse-moi finir et tu vas comprendre. Ah, donc je peux rester. Suite au rachat de Lucasfilm, Disney allait évidemment proposer une suite et confirme ça depuis 2016. À l'époque, rien n'indiquait qu'il s'agirait de la conclusion de la saga, alors que La Dernière Croisade était une conclusion selon Steven Spielberg et George Lucas. Concernant le royaume du crâne de cristal, Spielberg n'était pas contre l'idée d'un retour, mais il ne voulait pas des aliens qu'on peut voir à la fin. C'est pourquoi Lucas lui a dit que c'était pas des aliens, mais des êtres interdimensionnels. Where did they go? Space? Not into space. Into the space between spaces. You can call me whatever you like. Take a bucket of piss and call it Granny's peach tea. Mais son amitié étant plus forte que ses convictions de metteur en scène, il accepta le principe d'être interdimensionnel qui ressemble quand même beaucoup à des extraterrestres. Personnellement, c'est ce que je n'ai pas aimé dans le film. Là où les 3 premiers gardaient du mystère sur les divinités, j'aurais aimé que ça reste pareil ici. Donc soit que le crâne appartienne à une statue aux propriétés magiques, soit que ce soit le crâne d'une créature inconnue mais qui reste inerte, là, aucun mystère. C'est des aliens, et c'est dommage. Le film termine sur le mariage d'Indy et Marion avec leur fils qui pense avoir les épaules pour prendre la relève. En fait, non. En soi, ça aurait pu servir aussi de conclusion à la saga. Toute la famille est réunie à l'instar de La Dernière Croisade, en quelque sorte. Peut-être que c'est un avis que partagent d'autres personnes qui a retiré toute envie d'aller voir le 5e épisode. Dans une interview donnée au Wall Street Journal, Harrison Ford disait que c'était surtout lui qui voulait reprendre le costume de Jones pour le 5 car il estimait qu'il y avait encore quelque chose à raconter. Et la démarche était sûrement sincère. Je pense que l'échec de ce film vient aussi du fait qu'il s'agit d'une énième suite d'une saga des années 80-90, comme il en arrive de plus en plus. Les grosses productions actuelles sont surtout des suites qui laissent moins de place à l'originalité. Et aussi du fait que la mode de notre époque, c'est jouer la carte de la nostalgie. Connaissant Disney, on peut s'attendre à un reboot dans les 10-15 prochaines années. Bah oui, car 4 milliards de dollars pour racheter Lucasfilm, faut rentabiliser. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu ou au moins appris des choses. Je peux dire au revoir au moins? Oui, bien sûr. Ah merci. Eh bah, au revoir et puis bah...
En 4 ans, il y a eu du changement, donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est par là que ça se passe. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut! Salut, c'est Franck Leboeuf.